L'année 1918 démarre sous un froid particulièrement glacial. Un hiver polaire paralyse les États-Unis. Mais l'Amérique vient de s'engager dans la Première Guerre mondiale et rien ne doit désormais venir freiner l'entraînement de ses soldats. Pourtant, à l'ombre des préparatifs, un autre péril guette. Un fléau pire que la guerre se tient prêt à frapper. En quelques mois, il va semer le chaos et décimer la planète, avant de disparaître et de tomber dans l'oubli. Tout commence dans le camp militaire de Funston, au Kansas, où 30 000 hommes s'apprêtent à affronter le feu du champ de bataille. Le 4 mars, un cuisinier manque à l'appel, suivi par un caporal, puis un sergent. À la mi-journée, plus d'une centaine de soldats ont quitté l'entraînement. Tous souffrent des mêmes symptômes. 40 degrés de fièvre, courbatures, maux de tête et une toux épouvantable. Pour Edward Schreiner, le médecin de la base, le diagnostic est évident. L'armée américaine subit une attaque de grippe. Le soldat Irving Greenwald témoigne. Toute ma compagnie s'est rendue à l'infirmerie. Les malades ont été examinés, mis à l'isolement et reçoivent un traitement. Après quelques jours de repos, les convalescents récupèrent au grand air, tandis que le virus prospère et se multiplie. Chaque semaine, 10 000 hommes sont contaminés. Mais en haut lieu, on ne s'inquiète pas outre mesure. La maladie achève rarement ses victimes. Pour l'instant. Fin mars 1918, les camps d'entraînement se vident. Direction les grands ports de la côte est des États-Unis. Face à une Allemagne très offensive, le soutien des Américains est devenu crucial. Malgré la fulgurance de l'épidémie qui s'est déclarée, aucune mesure n'est prise pour limiter la contagion. La priorité est d'envoyer 4 millions d'hommes sur le front. Jour après jour, les départs s'effectuent depuis New York, Boston ou Philadelphie. Pour acheminer un tel contingent, les transports et les itinéraires sont multipliés. Bientôt, les navires accostent simultanément à Liverpool, Brest, Bordeaux ou encore Marseille. Après 8 jours de traversée, les escadrons de cas contact se sont transformés en bataillons de grippés. Parmi les 100 000 hommes qui débarquent tous les mois, les malades sont nombreux, mais beaucoup s'en remettent. Le virus ne montre pas encore sa vraie nature et poursuit sa migration, incognito. Fidèle compagnon de voyage, il traverse ainsi la France en direction des lignes de front. Le cortège libérateur sillonne villes et villages. À l'abri des embrassades et poignées de main, le virus s'introduit discrètement dans les populations qu'il croise sur son passage.
On le repère d'abord autour des ports, puis le long des voies ferrées en direction de l'Est, comme s'il voulait se jeter dans la bataille. Après 4 ans de combat, l'arrivée des renforts est un énorme soulagement. Les soldats sympathisent et le virus n'est pas regardant à l'uniforme. Britanniques et Français sont loin de soupçonner qu'un terrible fléau s'est glissé dans le pactage de leurs nouveaux frères d'armes. Ces réjouissances en feraient presque oublier que l'ennemi allemand reste à abattre. Le 9 avril 1918, un déluge d'acier s'abat sur les tranchées des Flandres. L'Allemagne doit vaincre à tout prix, avant que l'Amérique n'ait déployé toute sa puissance. En un éclair, l'armée du Kaiser enfonce les lignes ennemies et fait son lot de prisonniers. Les Alliés se replient en catastrophe. L'Allemagne a pris l'avantage. Dès lors, une course contre la montre s'engage. D'immenses convois chargés au-delà de leur capacité s'élancent vers le front à une cadence infernale. À bord, ni banquette douillette, ni wagon-restaurant. Hygiène rudimentaire et promiscuité sont la règle. Bientôt submergés par le nombre, les Allemands perdent l'avantage. Dans leurs rangs, les pertes sont lourdes, auxquelles s'ajoute bon nombre de soldats terrassés par un mal soudain. Une fièvre de 3 jours, baptisée la grippe des Flandres. Le virus a maintenant infecté les 2 camps. Pourtant, la presse reste muette. La censure militaire veille. L'Espagne est la première à parler de la maladie. Le pays est neutre, ses journaux sont libres d'informer. Chacun sait qu'une grippe venue du nord parcourt la péninsule. Même le roi Alphonse XIII est alité. Le Premier ministre et plusieurs conseillers sont également touchés. Les réunions du gouvernement sont ajournées jusqu'à nouvel ordre. Insouciants, les Madrilènes continuent de fredonner un air d'opérette très à la mode ce printemps-là. Le soldat de Naples. Mais quand la mortalité devient 2 fois supérieure à la normale dans la capitale, le joyeux refrain s'assombrit et se chante ainsi. Soldat de Naples, sois maudit. Ta fièvre mortelle est un mauvais présage. Tu nous causes bien du tracas. Bienheureuse la victime qui en réchappera. Importé par les saisonniers de retour du sud de la France, le virus s'est répandu grâce à un réseau ferroviaire particulièrement développé. L'ambassadeur de France à Madrid partage son inquiétude. L'épidémie s'est propagée avec une rapidité extraordinaire. En 3 jours, 70% de la population était atteinte. Si l'épidémie gagnait la France dans une proportion analogue, l'arrêt partiel de la vie nationale qui en résulterait pourrait être fâcheux. Révélée par l'Espagne, la maladie sera désormais appelée la grippe espagnole. Fin mai 1918, la presse des belligérants sort enfin de son silence. Mais l'ampleur de l'épidémie est minimisée.
En France, quelques entrefilés affirment que la grippe dite espagnole ne concerne en rien les Français. Pourtant, les rapports militaires qui s'accumulent prouvent le contraire. Désigné sous le nom de code Maladie 11, son évolution aux 4 coins du pays est dûment consignée. Chaque jour, de nouveaux cas apparaissent. Côté américain, près de la moitié des équipages des sous-marins est hors service. Quand le virus se retrouve en immersion dans ce formidable incubateur, il redouble d'agressivité. Côté britannique, 10% des marins sont atteints. La Royal Navy doit annuler d'importantes opérations en mer du Nord. Sur Terre, les armées de tous bords sont devenues de gigantesques clusters. Un rapport fait état de la situation. Une brigade d'artillerie a vu un tiers de ses effectifs tomber malades en 48 heures. Il y a eu un jour où seuls 15 hommes étaient disponibles pour le service sur un effectif de 145. Les états-majors se gardent bien d'ébruiter la nouvelle. En temps de guerre, le secret est capital. L'ennemi ne doit rien savoir. Le New York Times est au garde à vous. Même les combattants ne sont pas informés. Priorité au moral des troupes et au dévouement des soldats. Tout doit se poursuivre comme si le virus n'existait pas. Malades et blessés sont alors rapatriés vers l'arrière. Les Britanniques rentrent chez eux. La prise en charge de ces survivants de l'enfer se fait sans méfiance. Accroché aux civières, le virus vient de traverser clandestinement la Manche. L'invasion du Royaume-Uni par le Sud commence. Pendant qu'au nord du pays, la situation ne cesse d'empirer. Depuis des semaines, les villes portuaires sont traversées par les troupes en provenance d'Amérique. Dans les banlieues ouvrières, le nombre de cas de grippe est 20 fois supérieur à la normale. À Manchester, le docteur James Niven sonne l'alarme. Dans une école, j'ai observé les enfants tomber malades, s'effondrer sur leur bureau. L'attaque est assez soudaine et la somnolence, un symptôme récurrent. Pionnier de la prévention, Niven préconise le lavage des mains et la distanciation sociale. Ces recommandations inspirent un cinéma qui se met au service de la santé publique. À l'image de ce spot qui montre comment un employé de bureau peut contaminer ses collègues en une seule journée de travail. Mais gagner la guerre implique des sacrifices. À la tête des services de santé britanniques, Sir Arthur Newsholme l'assume. Les besoins de la guerre justifient le risque de propagation de l'infection. Tout est dit. Rien ne sera mis en œuvre pour endiguer l'invasion. En juillet 1918, côté allemand, rien ne va plus. Le général Ludendorff, stratège en chef de l'armée allemande, déclare: La grippe s'est répandue un peu partout. Il est consternant d'entendre le nombre élevé de cas et les plaintes des officiers sur la faiblesse de nos troupes. Faute de combattants valides, son armée doit se replier. Au gré des permissions, soldats malades et asymptomatiques
retrouvent leur foyer. Ils se mélangent aux civils déjà très affaiblis par les pénuries qui règnent de l'autre côté du Rhin. La population d'une Allemagne exsangue subit de plein fouet l'épidémie. À Hambourg, Berlin ou Mannheim, les premiers cas mortels sont signalés. Côté allié, tout au contraire, l'heure est à l'optimisme. Avec les beaux jours, le nombre de cas dans l'armée a fortement chuté. C'est l'été. L'épidémie semble s'éloigner et la victoire est pour bientôt. Le quotidien La Lanterne s'en réjouit. Vive la grippe espagnole, puisqu'après tout, pour les soldats comme pour les gens de l'arrière, elle est le filon où ils trouvent quelque repos. À en croire les journaux, la page est tournée. Mais en réalité, le virus rôde et la population est laissée ignorante du péril invisible qui la menace. Seul l'éminent professeur Fernand Vidal prévient. La contagion s'effectue d'une façon toute spéciale, avec une rapidité de diffusion qu'on ne retrouve dans aucune autre maladie. Mais les pouvoirs publics et l'opinion vont rester sourds à son alerte. Dommage, car l'effervescence de ce début de XXe siècle engendre des trajets quotidiens pour se rendre au travail, toucher son salaire ou s'informer. Aucune alternative aux interactions sociales n'existe. Le moindre paiement est l'occasion d'un nouveau contact. Les inévitables déplacements concentrent les populations. Les centres-villes sont surpeuplés, les transports bondés, les marchés surfréquentés. La propagation du virus en est décuplée, surtout en absence de gestes barrières. À l'été 1918, la grippe a colonisé la planète. Du Portugal à la Russie, en passant par l'Islande, l'Italie ou la Grèce, et même jusqu'en Chine, le nombre de malades explose. L'épidémie est devenue pandémie. Pire, le virus a muté, et son variant estival est beaucoup plus redoutable. Désormais, on recense des centaines de morts chaque semaine. Une deuxième vague, bien plus meurtrière que la première, vient de s'enclencher. Seule la Suisse prend conscience de l'enjeu. Dès le 18 juillet, un arrêté fédéral recommande aux cantons d'interdire les rassemblements et de fermer les lieux publics. Tout contrevenant s'expose à une forte amende, voire à de la prison. Mais ailleurs, aucune mesure préventive ne vient freiner l'expansion du fléau. La priorité reste encore et toujours la guerre. Les livraisons de matériel et de denrées alimentaires croisent les transports de troupes, dans un balai transatlantique incessant. Parmi les destinations les plus fréquentées cet été-là, l'Afrique, grand pourvoyeur de main-d'œuvre et de matières premières des empires coloniaux. Le virus se signale d'abord en Algérie et au Maroc, puis en Sierra Leone. Le 15 août 1918, un croiseur marchand vient se ravitailler à Freetown, plaque tournante du commerce de charbon en Afrique de l'Ouest. À son bord, 124 cas de grippe, dont un mortel.
Pendant que le corps du défunt est débarqué, les dockers chargent les cales du navire. 10 jours plus tard, 600 d'entre eux sont contaminés. Le compte des victimes commence. Certains habitants nomment la maladie Man-Hu, qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» S'ils en ignorent la cause, ils vont très vite en connaître les effets. En un mois, près du tiers de la population du pays est infectée. À Lagos, capitale du Nigeria, un autre cargo vient livrer sa cargaison de grippés. Les Nigérians savent que l'infection est importée par les Européens. Les croyances font le reste. Sous l'influence des marabouts, les populations fuient les hôpitaux blancs des villes pour se soigner en famille dans leur village natal. Appelé Influenza, le virus emporte près de 500 000 personnes. Au même moment, le HMS Yaroslav ramène en Afrique du Sud 1300 hommes en provenance d'Europe, avec un cas mortel à bord. Les malades sont hospitalisés, mais les autres passagers sont autorisés à rentrer chez eux après seulement 2 jours à l'isolement. Le virus décimera 300 000 Sud-Africains, à un rythme qui dépasse l'entendement. Une habitante du Cap affirme: La malédiction était tombée sur nous, avec la force d'une tornade. Dans cette colonie britannique, la communauté blanche attribue la maladie aux Africains. Les ethnies locales, elles, accusent les Blancs de vouloir les exterminer. La réalité est que les Africains meurent 4 fois plus que les colons. La défiance qui s'installe va attiser les haines réciproques et précipiter l'instauration des lois ségrégationnistes à l'origine de l'apartheid. Bientôt, la grippe espagnole gangrène l'ensemble du continent africain. Grâce aux liaisons ferroviaires et fluviales construites par les colons pour convoyer les richesses, le virus traverse rapidement jungle et désert. En moins d'1 an, il extermine 2,5 millions de personnes. Pendant son invasion du monde, la grippe redouble d'agressivité dans son pays d'origine. À la mi-septembre, les installations de l'armée américaine connaissent un embrasement sans précédent. Dans le Massachusetts, le camp de Devens bat tous les records. En un mois, le nombre de contaminations a été multiplié par 500. Un médecin militaire écrit: Au début, ces hommes semblent atteints d'une attaque de grippe ordinaire. Puis ils développent le type de pneumonie le plus vicieux qu'on ait jamais vu. Quelques heures plus tard, leur visage devient bleu, jusqu'à ce qu'il soit difficile de distinguer les blancs des hommes de couleur. Victor Vaughan, chef de la division des maladies contagieuses, l'avoue. J'ai été témoin des centaines de morts de soldats dans les camps de l'armée, et je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'ai décidé de ne plus jamais vanter les grandes réalisations de la science médicale et d'admettre humblement notre profonde ignorance. Pour ceux qui la côtoient, cette grippe effraie. Mais les autres ne s'en méfient pas assez. Même des personnalités de haut rang se font contaminer. C'est le cas du Premier ministre britannique David Lloyd George, qui en pleine guerre doit tenir secret 9 jours d'hospitalisation. Il passe à 2 doigts de la mort. Autre grippé de marque, Franklin Delano Roosevelt, alors jeune secrétaire adjoint à la marine.
De retour d'une tournée d'inspection en France, il est débarqué sur une civière, les 2 poumons surinfectés. Frédéric Trump, grand-père d'un autre futur président, a lui succombé au virus. Il laisse 3 enfants et une fortune suffisante pour que sa veuve fonde un empire immobilier. Fin septembre 1918, alors que les Alliés sont à 2 doigts de la victoire, la grippe élimine les soldats au même rythme que les canons et la mitraille. Au sein de l'armée américaine, des voix s'élèvent pour que l'envoi de troupes fraîches soit suspendu. Mais à la tête de l'état-major, le général Peyton March s'y oppose formellement. Tout relâchement pourrait entraîner la défaite. Il affirme: chaque soldat qui meurt de la grippe aura œuvré pour la victoire, au même titre que son camarade mort au combat. Seule concession, les soldats présentant des symptômes seront mis à l'isolement. Les autres rejoindront les combats, quoi qu'il en coûte. Quoi de mieux que le plus gros paquebot de l'époque pour remplir cette mission? Confisqué à l'Allemagne au début du conflit, l'USS Léviathan, le fleuron de la flotte, va devenir le plus grand pourvoyeur de grippe espagnole de l'histoire. Son 9e voyage transatlantique est décrit comme un cauchemar par le personnel navigant. C'était affligeant de voir des hommes tomber morts à nos pieds. C'était comme si une main invisible rôdait et les emmenait soudain vers le néant. Dans le journal de bord, les décès sont méthodiquement consignés. Chaque heure, au moins un homme disparaît. Arrivé à Brest, sur les 12 000 passagers, on compte 2 000 malades et déjà près d'une centaine de morts. Les jours suivants, plusieurs dizaines d'hommes passent de vie à trépas dans les hôpitaux de la région. Et chaque arrivée de troupes apporte sa cargaison de moribonds. À 800 km du front, de jeunes Américains sont enterrés par centaines, alors qu'ils n'ont même pas entendu le son du canon. Aux États-Unis, le virus échappé des camps militaires extermine maintenant les civils. Boston, près du funeste camp de Devens, est la première ville touchée. Les métropoles voisines suivent. Beaucoup de médecins réclament des mesures de prévention draconiennes. Mais les autorités n'en voient pas la nécessité, car la guerre n'est pas terminée. La 4e campagne de levée de fonds pour financer l'effort de guerre vient d'être lancée. Les Américains sont appelés à mettre la main au portefeuille pour remplir les caisses. Le 28 septembre 1918, Philadelphie organise une gigantesque parade. 200 000 participants enthousiastes s'y pressent, où militaires et civils partagent la même ferveur. Une fête mémorable. Pour le virus surtout. La semaine suivante, le nombre de victimes grimpe en flèche. Les hôpitaux de la ville sont saturés. Les lits s'entassent dans les couloirs. On improvise des tours de garde. Les soignants sont à bout. Le docteur Sidney Rosenblatt écrit: Ces dernières semaines, j'ai vécu un enfer.
Je n'ai fait que signer des certificats de décès. Avec plus de 650 morts par jour, les services funéraires ne sont plus assurés. Les églises sont fermées. Des charrettes tirées par des chevaux sillonnent les rues pour ramasser les cadavres. Beaucoup de corps restés sans sépulture finissent dans des fosses creusées à la hâte. Hélas, le désastre de Philadelphie ne sert pas de leçon. La même semaine, New York accueille la traditionnelle parade du Columbus Day en présence du président en personne. Grand promoteur de l'événement, Wilson se gardera bien de commenter la pandémie. New York connaîtra le pic de la seconde vague 15 jours plus tard, avec le triste record de plus de 5000 morts en une semaine. Personne n'a alors conscience que l'humanité est plongée dans la plus grave crise sanitaire de l'histoire. Elle fera bientôt bien plus de victimes que la guerre. À l'automne 1918, le virus gagne encore en intensité. De Boston à Bombay et de Rome à Rio, son variant mortel est dévastateur. Aux Indes britanniques, relativement épargnées par la première vague, c'est l'hécatombe. Sur un territoire de 250 millions d'habitants, il n'a que l'embarras du choix. Partout, les trains entrent en gare avec des morts et des agonisants. Au Pendjab, région la plus touchée, on compte déjà près d'1 million de victimes. Un médecin rapporte. Les hôpitaux sont submergés, à tel point qu'il est impossible d'enlever les morts assez rapidement pour faire de la place aux mourants. À Delhi, un patient sur 2 meurt dans les hôpitaux. La tradition veut que les défunts soient incinérés sur des bûchers au bord des rivières. Mais les réserves de bois sont épuisées et la crémation impossible. Les cours d'eau charrient des cadavres, à défaut de leurs cendres. En Inde, on évalue le nombre de décès à 20 millions. Et il est fort probable que ce chiffre soit sous-estimé. La pandémie se répand depuis maintenant 7 mois aux 4 coins du globe. Edith Goring, une jeune rescapée, raconte. Certaines malades déliraient si violemment qu'on devait les attacher à leur lit. Les mourantes se couvraient de taches noires et violettes. Les femmes enceintes mouraient. À Montréal, un médecin témoigne. Il m'arrivait de voir 50 cas par jour et parfois 4, 5 ou 6 malades de la même famille qui ne pouvaient plus respirer. Je revenais le lendemain et 2 ou 3 d'entre eux étaient morts. Un jeune orphelin confie. Mon père mourut d'abord, ma mère le jour suivant. Avant même qu'on ne les enterre, ma petite sœur les a rejoints. Elle était née juste avant que ma mère ne trépasse. À Paris, le docteur Marguerite Barbier confesse. Nous nous sentions impuissants. Certains même, devant la gravité des symptômes et l'allure foudroyante de la maladie, allaient jusqu'à penser à la peste ou au choléra. Fin octobre, les hôpitaux français ne peuvent plus faire face et lancent un appel. La médecine est désemparée, la science désarmée. Habituellement, la grippe saisonnière s'attaque aux enfants et aux personnes âgées.
La version espagnole foudroie en 2 jours de jeunes adultes en bonne santé. Et rien ne peut les sauver. La seule arme dont disposent les médecins, c'est l'aspirine. Elle seule peut lutter contre une fièvre de 40 degrés. Mais prescrite sans réserve, le remède tue plus qu'il ne sauve. Les surdosages abrègent involontairement les râles des agonisants. Alors on soigne comme on peut. En France, d'éminents professeurs pratiquent la saignée. D'autres conseillent les inhalations, les gargarismes ou les injections de térébenthine. Les consignes sanitaires, souvent contraignantes, s'imposent maintenant au quotidien. La délivrance de rhum et de cognac sur prescription médicale est la plus populaire. Aux États-Unis, la police distribue ses saisies d'alcool de contrebande dans les camps militaires. Si le Bourbon ne soigne pas, il donne du cœur à l'ouvrage. Au Canada, on lui préfère le scotch. Tandis qu'en Afrique du Sud, c'est le brandy qui est plébiscité. Une nouvelle boisson fait fureur, le cocktail Quinine Whisky. En France, la quinine est aussi conseillée, mais sans whisky. Tout comme le thé des Alpes, aux vertus insoupçonnées. Un antidote au rhume de cerveau promet aussi des miracles. Quant aux États-Unis, un puissant laxatif, le Tanlac, se délivre sans retenue. Les apprentis sorciers de la guérison se sont engouffrés sur le marché de l'espoir et commercialisent les remèdes les plus loufoques. En comprimé, en sirop ou en pommade, une multitude de traitements, tous plus inefficaces les uns que les autres, fleurissent pendant que le virus poursuit son œuvre morbide. La deuxième vague qui déferle contraint les autorités à agir. New York ferme ses commerces aux heures de pointe. San Francisco, ses tribunaux. Les procès se tiennent à l'air libre. De Seattle à Karachi, les théâtres et les cinémas ferment leurs portes. Séoul interdit l'accès à tous ses lieux publics. Manchester ferme ses écoles, tandis qu'en Afrique, les chefs de village limitent les rassemblements, y compris pour les funérailles. Après de longs mois de négligence, la prise de conscience est générale. Sur les 5 continents, tout est mis en œuvre pour limiter les interactions sociales. Même si en France, les terrasses restent accessibles jusqu'à 19 h. Ainsi, l'Espagne ferme ses frontières, pendant que l'Australie bloque ses ports et que le Japon largue des tracts de prévention par avion. Ailleurs, certaines universités restent portes closes. Les cours ont lieu à ciel ouvert. Et même les livreurs sont privés de clients. Si l'on ne parle pas encore de confinement, rester à la maison devient la règle. Au fil des jours, les messages de prévention deviennent des injonctions. Il faut éternuer dans son mouchoir. Une consigne martelée par le chef de la santé publique américaine qui affirme « La toux et les éternuements propagent la maladie, tout aussi dangereusement que les bombes à gaz empoisonnées. » Les messages placardés sur la voie publique et dans les transports
donne le ton. Symbole d'une société fragilisée, le masque se place désormais au cœur du dispositif de défense passive. Pionnier en la matière, le Japon l'impose en ville, y compris pour les jeunes générations. Aux États-Unis, certains États le rendent obligatoire, à l'image de la Californie, dont le gouverneur en fait le devoir patriotique de chaque citoyen. À San Francisco comme à New York, tout contrevenant s'expose à une amende et les récalcitrants sont arrêtés, jugés. Au nom des libertés individuelles, les contestataires s'organisent, au risque de se faire tirer dessus. À Paris, en revanche, la presse s'interroge. Les Parisiennes consentiront-elles à se défigurer pour sauvegarder leurs bronches? J'ai bien peur qu'elles ne prennent ce masque-là en grippe. Le bâillon protecteur ne muselle ni l'humour, ni l'inventivité. En France, le port du masque en restera à la phase expérimentale. Car mi-octobre, les journaux affirment encore que la santé générale à Paris est satisfaisante. Un optimisme surréaliste au moment même où la capitale entre à son tour dans le pic de l'épidémie. Dans les grandes villes, les morgues sont pleines. Les cadavres s'entassent par manque de cercueils et de corbillards. Les églises sont interdites aux vivants et les enterrements expéditifs se font la nuit, en absence des familles. Durant cette flambée meurtrière, le virus balaye les campagnes, de l'Hérault à la Normandie. En Vendée, un abbé a tant donné l'extrême onction qu'il a fini par en perdre la vie. Dans les mairies, on enregistre autant d'actes de décès par semaine qu'en une année habituelle. Des villages entiers sont décimés. La grippe espagnole s'abat comme un essaim de sauterelles sur les plantations. Le festin dure 15 jours. Puis le fléau disparaît pour ressurgir ailleurs. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève enfin. Vainqueurs et vaincus succombent à la fièvre collective. Une fièvre bien méritée cette fois-ci. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les courbes de mortalité s'infléchissent. La pandémie est en recul. 2 jours après la victoire, on lit « La grippe est en déroute, ainsi que les boches ». Ces célébrations sont une aubaine pour un virus loin d'être rassasié. Quoi de mieux que la communion des hommes pour repartir à l'assaut? Une 3e vague va bientôt déferler et frapper les endroits les plus reculés. Mi-novembre, un navire parti de Nouvelle-Zélande se dirige vers un chapelet d'îles du Pacifique, jusque-là épargné. Lors de son escale aux Fidji, le SS Talune compte 5 marins grippés à son bord. Poursuivant sa tournée, le navire accoste au Samoa occidental et au Tonga et sème son poison mortel au cœur d'une population mélanésienne qui n'avait jamais été exposée au virus de la grippe. Selon la coutume,
Les proches d'un malade s'allongent à ses côtés en signe d'empathie. Sur ces îles, jusqu'à 1 habitant sur 5 perdra la vie. Un observateur rapporte. De jour comme de nuit, des camions grondaient dans les rues, chargés de corps pour les bûchers qui brûlaient sans discontinuer. Anéantis, les Fidjiens mettront 20 ans à retrouver leur niveau démographique initial. La tournée macabre du Talune évite heureusement les îles voisines des Samoa américaines. Un protocole strict y était appliqué, avec quarantaine obligatoire pour les navires en escale et surveillance des plages pour éviter les intrusions clandestines. Les Samoa américaines restent un des rares territoires à avoir été épargnés par la grippe espagnole. Car même aux frontières de la banquise, sur ces terres inhospitalières où la vie semble impossible, le virus parvient à débusquer ses proies. En Alaska, à la faveur d'une brève rencontre avec un pêcheur ou un docker, il s'invite au cœur des familles. Profitant de l'habitat traditionnel où chaque foyer partage la pièce commune. Sans aération ni fenêtre pour se protéger des rigueurs du climat, le système de chauffage le plus efficace est la promiscuité. Dans certains villages isolés, 85% des habitants ont été éradiqués. Parmi les rescapés, généralement des enfants, rares sont ceux qui ont survécu très longtemps. Livrés à leur sort, beaucoup sont morts de froid ou de faim. Près d'1 an après son apparition, le virus poursuit toujours sa course infernale. Dernier bastion de résistance, l'Australie, jusque-là protégée par l'application d'une quarantaine maritime stricte. Mais fin décembre, un navire de guerre échappe à la vigilance sanitaire. Il débarque 90 soldats malades de retour de la guerre. Un tiers de la population de Sydney est contaminée. En janvier 1919, le Japon connaît un véritable cataclysme. En février, l'Ukraine inhume sa reine de l'écran. Icône du cinéma russe, Vera Kolodnaya est foudroyée, à l'âge de 25 ans. En mars, le carnaval de Rio rayonne de tous ses feux. La splendeur des festivités n'effacera pas le souvenir de l'hécatombe qui s'en est suivie. En avril, le Canada pleure sa légende du hockey sur glace, Joe Hall. Sa disparition soudaine à l'âge de 37 ans deviendra un symbole de la pandémie. Au printemps 1919, le président Woodrow Wilson se rend en Europe. 4 mois après la défaite de l'Allemagne, la question des réparations divise toujours les vainqueurs. Seul l'Américain pense qu'une trop grande sévérité pourrait attiser le désir de revanche des vaincus. Il compte bien convaincre ses alliés. Mais coup de théâtre. Le 3 avril, les rencontres entre alliés sont ajournées. Wilson est tombé gravement malade. Cary Grayson, son médecin personnel, confie en privé. Le président a été soudainement pris d'une violente grippe, au moment où le destin du monde est en train de se jouer. 5 jours plus tard, le convalescent est de retour.
Mais pour ses proches, il n'est plus le même. Jamais ils ne l'ont vu aussi usé, aussi fatigué. Son principal garde du corps s'en désole. La maladie l'a laissé très faible, ce qui a radicalement altéré sa vivacité d'esprit. Le 28 juin 1919, la paix est enfin signée. Le traité de Versailles met l'Allemagne à genoux. Le montant des réparations est tel qu'il servira de prétexte au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. « 18 mois après sa mystérieuse apparition dans un camp américain, la grippe espagnole a bouclé son tour du monde. Elle s'en est allée, laissant derrière elle 50 millions de victimes. Sans médicaments ni vaccins, l'humanité a fini par vaincre le redoutable virus. Une victoire providentielle, probablement obtenue grâce à l'immunité collective, mais au prix du sacrifice de dizaines de millions d'êtres humains. Un succès bien amer, d'autant que le virus n'a pas été éradiqué. En perpétuelle mutation, il sommeille et peut se réveiller à tout moment.